Alors, il faut comprendre le contexte dans lequel le portefeuille a été construit. Donc, tu mentionnais les 64 fonds sur l'aspect tech et énergie. C'était fait dans un contexte, jusqu'il y a environ 2 ans, d'une stratégie très généraliste. Pour le FEI, l'aspect private equity était indifférencié. On pouvait investir dans des fonds tech comme dans des fonds très généralistes, de façon complètement indépendante. Donc, c'était juste une sous-partie de l'allocation totale. Il y a 3 ans, on a décidé de façon stratégique de se verticaliser à travers tout le FEI en créant une équipe deep tech pour le VC, des équipes santé plus spécialisées et sur le private equity créer 3 pôles, tech et énergie que je dirige, réindustrialisation et climat, mais climat hors énergie, donc plutôt l'applicatif climatique. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau studio dans lequel j'enregistre qui est basé au Luxembourg. Et j'ai aujourd'hui la chance de recevoir Nicolas Perrard, qui est un ami, mais également en charge de tout ce qui est investissement growth pour le FEI, dans tout ce qui est énergie et digital. Bienvenue Nicolas. Merci et merci de me donner l'opportunité de présenter un peu l'activité du FEI dans ces domaines. Bah écoute, surtout ton activité, ce que tu fais au quotidien. Depuis le temps que je te connais, j'apprends à chaque fois énormément de choses dès qu'on prend des cafés. Et il y a un des points que je trouve intéressant. Avant qu'on rentre dans ta matière et ton quotidien, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, et que tu fasses un petit zoom particulièrement sur ton activité avant celle que tu exerces aujourd'hui, puisque tu as touché au VC européen, tu connais un petit peu tous les fonds qui lèvent en ce moment, et ça m'intéressait qu'on revienne là-dessus. Oui, avec plaisir. J'ai eu la chance de connaître le capital risque très tôt dans ma carrière, déjà au moment de mes études. Alors, c'était une époque où le capital risque et l'univers des startups était pas encore à la mode, ou peut-être plus à la mode. C'était un peu après la première bulle Internet, Ouais. avant le succès qu'on a vu à partir des années 2014-2015, où l'engouement a beaucoup repris. Donc c'était un peu dans le creux de la vague, mais j'ai eu la chance de découvrir ce métier-là, de travailler pendant 5 ans à Londres en capital risque. Je faisais des investissements en amorçage, en digital, à travers l'Europe. Quel fonds c'était ? D'abord chez DN Capital, Ouais. et ensuite chez Ariadne Capital. Alors, par ces deux métiers-là, j'ai été amené à connaître le FEI, le Fonds européen d'investissement. À la fois parce que chez DN Capital, ils étaient cornerstone investors, c'est eux qui avaient aidé le fonds à se lancer depuis le début en investissant chez eux, et qui les soutenaient à l'époque et encore maintenant. Mais aussi parce que chez Ariadne Capital, donc ma deuxième expérience, on a essayé pendant plus d'1 an de convaincre le FEI d'investir chez nous, sans succès. Alors maintenant, avec le recul, je comprends les raisons de leur refus, mais j'ai pu déjà à l'époque voir un peu les deux angles du FEI. Et c'était quoi les raisons qu'ils avaient pas Alors, investi ? il y avait beaucoup de raisons déjà à l'époque. Alors, c'est une structure qui n'existe plus, mais c'était une structure un peu hybride où il y avait à la fois un cabinet de conseil en stratégie, une partie M&A et un fonds de VC. Alors, ça avait beaucoup d'intérêt au niveau synergie de deal flow, parce qu'on recevait les startups et on pouvait les allouer en fonction des cas aux différentes équipes. Moi, je travaillais exclusivement sur la partie capital risque. Mais pour le FEI, c'est vrai que c'est un setup qui pose tout un tas de questions en termes de gouvernance, de compliance, d'allocation justement des opportunités, qui était loin d'être idéal. Et aussi, nos ambitions à l'époque étaient peut-être pas suffisantes pour le FEI. On essayait de lever 20 millions de pounds. Ouais. Et déjà à l'époque, les tickets minimum du FEI, c'était 10-15 millions, Oui. avec un ratio d'emprise Ouais. qui fait que des fonds de moins de 50 millions n'étaient pas forcément la priorité. Top. Et puis, tu as rejoint le FEI. Et je dois reconnaître qu'il y a, dans les discussions que j'ai avec des VC européens, tu es quand même un nom qui ressortait. En tout cas, ça restera, je pense, encore le cas, même dans tes nouvelles fonctions, mais un nom qui ressortait régulièrement. Donc, ça m'intéresserait que tu nous parles vraiment de ce rôle-là et que tu nous expliques un petit peu les coulisses. J'avais un peu évoqué ça avec David Dana, qui vous a quitté il n'y a pas très longtemps, mais qui a longtemps été en poste au FEI. Je pense intéressant qu'on revienne pour nos auditeurs sur le process et que tu nous expliques pourquoi ça prend toujours autant de plombe, en fait.
Alors, on essaye toujours de s'améliorer à ce niveau-là. Mais il faut savoir que nos process sont graduels. C'est-à-dire qu'au total, on estime 12 à 15 mois entre la première prise de contact et le closing d'un fonds. C'est à peu près nos moyennes. Le secteur purement privé arrive à le faire. Attends, je te fais une petite parenthèse. Ouais, ça tu considères des nouveaux fonds qui se lancent ou même des vintage? C'est plutôt des nouveaux fonds. Okay. On peut être sur des vintage. Pour des fonds qu'on connaît déjà, c'est plus difficile d'estimer le temps de départ. Le moment où vraiment on lance le kick-off, souvent on leur demande des informations avant leur levée de fonds auprès d'investisseurs privés pour déjà prévoir un peu notre pipeline. Il faut savoir qu'on a un deal flow qui est énorme et on sait à peu près les investissements qu'on va faire un an à l'avance. Quand tu parles de deal flow énorme, c'est quoi? C'est 1000 dossiers par an? Facilement, non, beaucoup plus, même sur toutes les stratégies. Alors, en VC, ça doit être à peu près 1000 dossiers par an. Maintenant, l'activité du FEI va bien au-delà du VC. Il y a le private equity, on va parler. Il y a l'infrastructure, le crédit, dette privée. Et en tout, on fait 200 dossiers par an sur toutes ces activités-là. Okay. Donc, je pense qu'on est au moins à 4-5 000 dossiers par an analysés, facilement, voire plus. Ou 4-5 000. Donc, généralement, on travaille avec des budgets annuels et en septembre-octobre de l'année d'avant, on a déjà plus ou moins sécurisé nos investissements de l'année suivante. On sait, alors, soumis à due diligence, mais on sait déjà un peu à l'avance quels dossiers ont le plus de chances de passer ou pas. Ce qui aussi repousse les timelines parce qu'on est contraint à la fois en termes de ressources humaines. Comme je disais, 200 dossiers par an, ça veut dire 200 revues juridiques, ça veut dire quasiment un closing par jour ouvrable. Ça veut dire aussi les ressources financières. On déploie environ 7 milliards d'euros par an sur ces 200 fonds-là. On n'a pas les ressources pour faire plus. Il faut savoir que le FEI a une petite balance sheet, donc qu'on utilise plutôt comme alignement d'intérêt. Donc, on lève de l'argent. Je dis toujours, le FEI est un asset manager d'argent principalement public, un peu privé également, où on lève de l'argent auprès de la Commission européenne, de la Banque européenne d'investissement, de différents États en direct, de régions, et un petit peu de privé, à peu près 2, 3, 4% d'argent purement privé, à chaque fois avec un mandat, une stratégie d'investissement. Et du coup, on a ce double enjeu de lever des fonds pour ensuite les déployer. Ce qui fait un peu une limite à notre capacité de déploiement annuel. D'accord, super. Alors, si on se focalise sur ton job maintenant, j'aimerais que tu nous en parles parce que pour en discuter quotidiennement quasi avec des entrepreneurs ou des VC ou des growth funds, on se rend compte qu'il y a quasi plus d'IPO en Europe, ou même, je dirais, globalement, il y a beaucoup moins d'IPO. C'est beaucoup plus compliqué de sortir les boîtes des portefeuilles, de faire des exits. Il y a eu une initiative qui a été lancée il y a 2 ans, je crois, de mémoire, par le FEI, justement pour soutenir toute cette deuxième partie de plutôt late stage des boîtes et accompagner les fonds qui accompagnent ces boîtes-là. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette initiative et nous expliquer du coup quel est ton rôle qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps? Oui, alors, donc, sur les 10 ans que j'ai passé au FEI, j'ai commencé d'abord plutôt en capital risque, y compris en deep tech. Et depuis 3-4 ans, je me suis focalisé sur les scale-up, notamment en aidant à lever ce programme Tech Champion, qui aide les fonds à lever plus d'1 milliard d'euros. On s'est aperçu que en série C, série D, donc à partir du moment où les startups avaient besoin de lever 50, 100 millions d'euros dans un tour de financement, les leads étaient soit américains, soit asiatiques. À 70%, les leads les investisseurs leads sont américains ou asiatiques. Et pourquoi ? Par manque de financement européen. Parce qu'il n'y a pas assez de fonds. Il n'y a pas assez de fonds. Le monde entier sait qu'il y a des belles startups maintenant en Europe. Ils viennent faire leur shopping ici. Mais les gestionnaires d'actifs, les LP, même européens, avaient tendance à plutôt investir dans des fonds américains ou des fonds asiatiques pour s'exposer à l'Europe. Ce qui est très paradoxal.
Ça me manquait de notre analyse. C'est un problème aussi de taille critique. Certains gestionnaires d'actifs ont des tailles de tickets minimum en tant que LP de 100-200 millions d'euros. Et pour faire du venture européen, ils n'avaient pas d'outils pour déployer leurs fonds. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonds. Il n'y avait pas de fonds de taille 500, 600, 700, 800 millions d'euros ou plus d'1 milliard qui pouvaient accepter leur taille de ticket. Donc, l'objectif de ce programme Tech Champion, c'est à terme d'avoir 30 ou 40 plateformes en Europe qui peuvent accepter ce type de ticket et qui peuvent leader des séries C ou D. Donc ça, c'est un programme que j'ai à la fois aidé à lancer il y a 3 ans, que j'ai dirigé pendant 3 ans. Le programme maintenant est complètement alloué sur une quinzaine de fonds. On est en train de signer les derniers dossiers d'ici la fin de l'année, ce qui m'a permis de passer la main à un collègue sur cette activité scale-up et monter une autre activité de private equity grosse technologique. D'accord. Donc l'étape d'après qui est plus sur des sociétés profitables, contrairement aux scale-up qui ne sont pas encore profitables. D'accord. Et du coup, le rôle est le même ou pas ? Le rôle est c'est une évolution. Ton mandat sera le même ? Le mandat maintenant est plus focalisé sur les exits. La partie scale-up, c'était vraiment pour aider, avec un aspect de souveraineté européenne, le fait de garder nos pépites en Europe et de les aider à grandir en Europe. Le mandat principal maintenant côté private equity, c'est un peu d'aider à structurer une certaine partie de la chaîne de valeur. Tu parlais des IPO. C'est vrai que toutes les startups n'ont pas vocation à faire une IPO, ou en tout cas pas tout de suite après avoir été financées par des fonds de VC. Et de temps en temps, elles ont besoin d'un maillon entre les deux. Alors un maillon qui peut prendre 10, 15, 20 ans. Et ce maillon-là est généralement assez bien couvert par des fonds de private equity, mais un peu moins en Europe sur l'aspect technologique. Les fonds de private equity, généralement, sont assez forts à faire grossir des sociétés, des startups ou autres, pendant 3, 4, 5 ans, et trouver une exit qui très souvent également, et un autre fonds de private equity qui va reprendre la main et la faire grossir. Et on a des cas comme ça de sociétés qui se sont fait passer de main en main pendant 15 ans, 20 ans, avant de pouvoir enfin faire leur IPO. Ce qui n'est pas possible sur des capital risques, où généralement les investisseurs anciens gardent des participations et au bout de 10 ans veulent vendre leur participation. La typologie des fonds... Ah non, avant de parler de la typologie et des fonds, parce que tu me parlais d'un portefeuille de 64 fonds de mémoire, j'aimerais savoir si, au moment du lancement de l'initiative Growth, il y a 3 ans et maintenant, le momentum marché est le même. Est-ce que les LPs allouent de la même manière leur portefeuille dans la sous-classe d'actifs VC, ou est-ce que ça a changé ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de dry powder sur le... Alors, au niveau LP, ça a radicalement changé. Il faut se souvenir qu'on a lancé l'initiative au moment du pic de 2021. En tout cas, on a structuré l'initiative à ce moment-là. Et on avait un vrai angle de souveraineté. C'est-à-dire que le capital était présent. C'était juste du capital qui était américain, encore une fois. Et on perdait l'angle de souveraineté européenne, sachant que le LP n'a aucun contrôle. Donc, quand un LP européen confie son argent à un GP américain pour qu'il investisse dans une start-up européenne, au final, c'est l'Américain qui est au bord de la start-up. C'est l'Américain qui décide où faire l'IPO ou développer le business. Ouais. Donc, il y avait cet angle fort et au-delà de l'aspect souveraineté, il y avait l'aspect dépendance de l'écosystème européen à ces écosystèmes-là. On savait qu'en cas de crise, ils allaient disparaître comme ils l'ont fait par le passé et se refocaliser sur leur pays. C'est justement ce qui s'est passé, un peu trop tôt par rapport à notre déploiement, mais on a bien vu en 2022-2023, les fonds se retiraient de l'Europe, se refocaliser sur leur pays. Et c'est là où l'initiative qui au début devait compléter le marché privé et aider à le recentrer sur l'Europe est devenue même nécessaire pour que cet écosystème-là vive. Et c'est dans ce cadre-là où on a pu le déployer ces 2-3 dernières années.
D'accord. Alors, si on regarde maintenant le portefeuille qui a été mis en place depuis une vingtaine d'années, donc sur la partie private equity, plus VC, qui sont ces fonds? Quelles sont les thématiques d'investissement de ces fonds de managers? Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns pour qu'on découvre, en fait? Ouais. Alors, faut comprendre le contexte dans lequel le portefeuille a été construit. Donc, tu mentionnais les 64 fonds sur l'aspect tech et énergie. C'était fait dans un contexte, jusqu'il y a environ 2 ans, d'une stratégie très généraliste. Pour le FEI, l'aspect private equity était indifférencié. On pouvait investir dans des fonds tech comme dans des fonds très généralistes, de façon complètement indépendante. Donc, c'était juste une sous-partie de l'allocation totale. Il y a 3 ans, on a décidé de façon stratégique de se verticaliser à travers tout le FEI en créant une équipe deep tech pour le VC, des équipes santé plus spécialisées, et sur le private equity, créer 3 pôles, tech et énergie que je dirige, réindustrialisation et climat, mais climat hors énergie, donc plutôt l'applicatif climatique. Donc, c'est dans ce cadre-là que maintenant, on va faire évoluer le portefeuille tech. Les 64 fonds existants, avec des fonds comme Kinsight, un fonds de private equity français qui est spécialisé dans la digitalisation d'entreprises, qui actuellement accompagne beaucoup les PME européennes dans l'accompagnement de l'intelligence artificielle. Faut savoir que beaucoup de PME vont se prendre la vague de l'intelligence artificielle et elles ont besoin d'accompagnement pour ça. Hors consultant, on peut toujours embaucher des consultants pour ça, mais avoir quelqu'un qui est aligné sur le succès de l'entreprise, ça peut être une meilleure façon d'onboarder les nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Donc, des fonds comme Kinsight, des fonds comme Verdane en Suède, qui, eux, se spécialisent sur le fait de racheter des portefeuilles de secondaires. Donc, ils rachètent à des GP leur portefeuille et reprennent la main pour le faire grossir, justement, au-delà des 10-12 ans de façon classique. Il y a un fonds que j'aime beaucoup sur le côté énergie qui s'appelle High-Tech Vision. C'est un cas assez intéressant parce que c'est un fonds norvégien qui existe depuis une 30aine d'années. Ils étaient ils avaient énormément de succès sur la partie oil and gas. Et il y a 7-8 ans, ils ont fait un pivot complet sur le climat, sur l'énergie sustainable. C'est assez impressionnant de faire ce virage à presque 180 degrés, surtout quand on a été très successful dans le secteur précédent. Et on les a accompagnés sur cette transition-là. Alors, c'est un très gros fonds, il gère plus de 8 milliards au total maintenant, mais ils arrivent de façon très pérenne maintenant à avoir fait ce pivot-là. Par exemple, ils ont en portefeuille une société qui chauffe 200 000 habitants à Oslo. C'est un chauffage collectif avec une technologie très, très moderne de capture de carbone. Donc, ils capturent le CO2 sur place, ils le transportent pour l'enfouir sous la mer du Nord. C'est un cas assez intéressant aussi parce que c'est un partenariat public-privé où le fonds de private equity est co-investisseur avec la ville d'Oslo. Top. Donc, c'est ce genre de fonds qui sont assez innovants. Vous avez donc un mandat. Tu as déjà en tête les montants qui vont être investis dans les 5 prochaines années? Une estimation, juste pour qu'on se rende compte? Au niveau de mon équipe, on investit environ 500 millions d'euros par an dans 10-12 fonds. Comme je disais, 7 milliards au niveau du FEI en equity. On fait aussi de la garantie bancaire, mais c'est une autre activité. Après, sur le développement dans les 5 prochaines années, on espère doubler. Mais ça va beaucoup... Ça dépend de vos LPs. Ça dépend de nos LPs, exactement, comme tout le monde. Ouais. Tout le monde doit lever. Pour donner une estimation peut-être de la croissance, quand j'ai rejoint le FEI il y a une dizaine d'années, on investissait au total dans l'équipe moins de 2 milliards d'euros dans une 50aine de fonds. Et ça avait déjà doublé les 5 années précédentes. Donc en 10 ans, on a fait plus que tripler
presque quadruplé. Et les 5 années, sur 15 ans, on a fait x8, on va dire, x7-8. Alors, tu nous as parlé de fonds qui existent depuis très longtemps. Est-ce que vous vous êtes intéressé également à investir dans des emerging managers, des gens qui ont peut-être créé un véhicule d'investissement qui est déjà délivré, mais qui vont lever un tout premier grand fonds? Toujours. Alors, en tant qu'acteur public, notre stratégie, c'est vraiment de développer le marché. C'est une de nos missions. C'est bien sûr de le faire de façon profitable pour nous, pour nos investisseurs et pour le marché. Et de s'assurer que ça colle avec nos mandats. Parce qu'on a besoin de s'assurer que nos LP sont aussi servis. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que les emerging managers sont très intéressants, mais quand ils remplissent un trou de marché. On ne va pas forcément financer un nouveau fonds pour financer un nouveau fonds si on estime que c'est dans un segment de marché, dans un écosystème qui est déjà très bien servi. Pour parler de ma casquette ancienne, c'est vrai que les fonds de capital risque français généralistes en série A, c'est un écosystème relativement mature et il faut vraiment un angle différenciant fort pour qu'on aille chercher un nouveau manager sur ce segment de marché-là. A contrario, sur l'énergie, actuellement, c'est vraiment un secteur qui se développe et sur lequel on a une appétence beaucoup plus forte d'aider des emerging managers. Et on en voit beaucoup. On voit des stratégies qui se lancent, par exemple, alors, c'est juste des fonds qu'on a vus, mais des fonds sur le nucléaire, sur la filière nucléaire, sur la filière de l'hydrogène. Donc, des fonds très verticalisés sur des secteurs assez émergents. Et les pays, les fonds dans lesquels vous investissez, c'est des fonds qui sont gérés plutôt où en Europe? Alors, on supporte le marché. Donc, le gros de nos investissements sont dans les hubs les plus matures. La France, les pays nordiques, l'Allemagne. En termes de part de marché, on est moins présent dans ces pays-là et on essaye d'avoir une plus grosse part de marché sur les écosystèmes émergents, Europe du Sud, Europe de l'Est. Mais en termes de volume déployé, on reste principalement exposé à ces géants-là qui sont à Paris, à Stockholm. Un peu moins Londres pour nous depuis le Brexit. On reste une institution européenne et notre critère est que la grande majorité des fonds soient investis dans des sociétés de l'Union européenne. Donc ça peut être des fonds basés à Londres, on en a encore, mais il faut qu'ils soient focalisés principalement sur l'Union européenne. Si tu pouvais juste revenir, je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, sur les différents critères que vous avez en tête, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont envie de venir te voir et voir tes équipes. C'est quoi vraiment les 5-6 éléments qu'il faut vraiment avoir et première chose. Et deuxième chose, après, quelle est l'implication du FEI? Est-ce que c'est une présence systématique au LPAC, des choses comme ça? Donc, en termes de critères de sélection, alors comme je disais tout à l'heure, on a 3 axes, on a 3 casquettes, 3 grilles de lecture. On va regarder l'angle développement de marché, policy. Qu'est-ce qu'on apporte avec cet investissement? Est-ce que ça veut dire, est-ce que ce qu'on apporte, c'est le fait que le fonds existe? Ça arrive qu'on soit cornerstone et que sans nous, il y ait peu de chances qu'il se lève. Ça peut être que le fonds est sur une verticale, sur une géographie qui apporte vraiment quelque chose au marché. Il y a l'angle commercial, et ça, j'y reviendrai, mais là-dessus, on a à peu près les mêmes critères que tous les LP classiques. On veut que le fonds soit profitable et profitable sur des benchmarks de private equity qui ont des rentabilités quand même assez fortes. Et une grille de lecture qui est peut-être moins connue du grand public ou des fonds de managers parce que c'est plus difficile à évangéliser, c'est nos mandats. On gère environ 150 mandats différents avec chacun leurs critères et qui évoluent au fil du temps, au fil de nos levées. Donc, c'est assez difficile de pouvoir vraiment expliquer à chaque manager quels sont les mandats qui pourraient coller avec lui. C'est un travail qu'on fait en interne. Après,
Quand tu parles de mandat, tu peux peut-être être plus explicite ? Oui, alors les mandats, c'est l'argent qu'on lève auprès de, comme je disais, des États membres, de la Commission européenne, de la Banque européenne d'investissement. Et chaque mandant nous demande une stratégie particulière. D'accord. On gère par exemple 10 milliards d'euros pour l'Allemagne, qui a fait le choix, la France a fait le choix de confier tous ses financements à la BPI, presque. L'Allemagne a à peu près divisé en deux ses ressources entre KfW, leur acteur local, et le FEI. Donc on remplit cette mission au nom de l'Allemagne pour investir dans des managers qui investissent substantiellement en Allemagne. Mais donc tu es obligé quand même de décliner ça auprès, enfin de décliner, d'assurer que derrière le fonds va quelque part mirorer ton mandat. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile ex ante de le présenter au fond. D'accord. Après, quand on est en process, on leur explique qu'il y a 1, 2, 3 mandats qui peuvent coller à leur stratégie, que certains mandats collent parfaitement à leur stratégie et qu'ils n'ont rien besoin de faire. Certains autres collent à leur stratégie, mais ils ont besoin d'un engagement juridique sur le fait de respecter leur stratégie. Si par exemple, ils nous ont dit qu'ils allaient investir 40% du fonds en Allemagne, on peut leur demander un engagement juridique sur le fait de faire au moins 30. En termes de... Tu me demandais sur les critères commerciaux. Là, pour moi, un critère qui est très important, c'est la réputation, c'est l'image d'un GP sur le marché. Alors bien sûr, on va regarder tous les critères classiques de track record, de stratégie, de marché. Mais un élément qui est vraiment différenciant, c'est est-ce que les entrepreneurs ou les CEO de PME veulent travailler avec ce fonds-là ? Et on sait que les meilleures performances viennent des fonds qui sont choisis par les meilleurs entrepreneurs. Ouais, bien sûr. Et on essaye de mirorer ça au mieux. Ça t'arrive de discuter derrière avec des entrepreneurs qui ont le fonds dans lequel tu as investi, pour des ref calls, j'imagine ? Tout le temps. Alors, bien sûr, il y a les ref calls formels. Dans le cadre de notre due diligence, on va faire une dizaine ou une douzaine de ref calls par fonds, dont un tiers ou la moitié sont des CEO de boîtes de portefeuille. On va aussi interroger les co-investisseurs, parce que c'est important d'avoir la vue des pairs. De temps en temps, d'autres LP. Mais ça, c'est la partie formelle, très structurée, où généralement, c'est toujours des très bons feedbacks qu'on a à ce stade. Il y a peu de surprises, on va dire. On peut plus analyser la tonalité. Est-ce que le feedback est bon, cordial ou excellent et enthousiaste. C'est plus à ce niveau-là. En revanche, de façon beaucoup plus importante, on est très présent dans l'écosystème au niveau des conférences, au niveau des AGM des fonds, au niveau de tous ces événements aussi informels. Et là, les langues se délient. Autour d'une bière, on peut avoir beaucoup plus d'informations sur l'écosystème que lors de ces ref calls formels. Et ça a une part très importante dans notre stratégie et dans notre choix de déploiement. Ok, alors il y a un des points que j'avais en tête, quelque chose que tu m'avais dit, j'avais bien noté, qu'il n'y avait pas de focus LBO, peu de levier. Je voulais savoir pourquoi. Enfin, si tu pouvais juste prendre 5 minutes pour nous expliquer. Oui, en fait, c'est important pour nous de vraiment aider la croissance européenne. À la base, la mission du FEI, c'est d'aider l'emploi et l'innovation en Europe. Sur le levier, on pense que la création de valeur purement financière n'est pas forcément notre mission. Il y a d'autres acteurs sur le marché qui peuvent supporter cet aspect du marché. Nous, on veut vraiment se focaliser sur la croissance et on pense que les fonds de croissance permettent justement de mieux adresser ce segment-là. Tout simplement parce que si une PME génère des profits qu'elle remet à contribution dans sa croissance, ça générera plus d'emplois, plus d'innovation que si ça sert à repayer une dette. Top. Alors, tu parlais de KfW, donc en Allemagne, la BPI. J'avais reçu Adeline Lemaire, que tu connais bien, pour nous parler de la mission de la BPI. Comment est-ce que sur ce segment private equity pur, les autres acteurs européens se positionnent? Donc, j'imagine que le FEI reste l'acteur principal, mais est-ce que tu as d'autres acteurs publics comme ça qui s'impliquent sur ce volet particulièrement? Alors, je dirais qu'on est encore
plus l'acteur principal parmi les institutions publiques sur ce segment-là. Sur le segment capital risque, tous les acteurs publics européens ont réalisé l'importance du sujet et ont tous des activités. Sur l'aspect capital croissance, private equity, KfW, par exemple, n'a pas vraiment d'activité sur ce segment-là. Et je pense que, mis à part la BPI, qui est très actif aussi sur ce segment-là, les acteurs publics ont tendance à sous-estimer de temps en temps l'importance de ce segment de marché, partiellement parce que le privé s'en occupe mieux que le capital risque. Il y a plus d'investisseurs privés en private equity qu'en capital risque. Mais on a quand même un sous-segment au sein du private equity qui est vraiment les fonds lower and mid-market. Donc, on ne va pas investir dans des KKR, CVC, dans des fonds qui font des dizaines de milliards. C'est pas du tout c'est pas du tout notre cœur de marché. En revanche, notre cœur de cible, c'est vraiment des fonds qui lèvent entre 100 millions et quelques milliards. Et là-dessus, il y a quand même besoin d'intervention publique. Il y a quand même besoin de soutien. Alors, encore une fois, on s'est recentralisé sur des verticales, technologie, énergie, industrialisation, climat, parce que c'est vrai qu'un fonds Lower End Market qui investit dans des boîtes de conserve en Allemagne, c'est pas forcément le cœur de cible du FEI et c'est pas forcément une activité qui a besoin de support public. Mais sur ces segments-là, on pense qu'il y a besoin de support public. Top. Alors, dernière question, parce qu'on n'a pas trop parlé de ton équipe. Est-ce que tu pourrais juste nous dresser, ça m'intéresserait que tu nous donnes un petit peu des coulisses. Comment se compose cette équipe que tu as reprise ? Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe assez expérimentée. Ils ont entre 4 et 12 ans d'expérience en fonds de fonds. Ils viennent du coup d'un background plus généraliste, plus orienté sur le private equity, moins d'exposition pour la plupart à la tech. Mais j'ai l'avantage d'avoir une équipe qui tourne, on va dire, qui a l'expérience de l'institution, des profils assez seniors. Donc, comme je disais, entre 4 et 12 ans d'expérience au sein du FEI, 10, 15, 20 ans d'expérience professionnelle au total, ce qui permet de vraiment se focaliser sur le fait de s'aligner sur une mission sur le support au digital et à l'énergie. On est complété par des analystes qui sont poolés sur toutes les équipes. Donc, en fonction de la charge de travail, on va être supporté par ces analystes. Il y a un élément intéressant que dans la structure de nos équipes, c'est qu'on travaille de façon assez matricielle et on ne va pas se focaliser uniquement sur un sujet. Donc, mes équipes sont amenées à travailler de façon assez régulière sur des sujets industrialisation ou climat, toujours au sein du private equity. Mais on essaye de trouver un juste équilibre entre le fait d'être spécialisé et de répartir la charge de travail, parce qu'on ne veut pas que soudainement une équipe soit débordée parce qu'il y a beaucoup de sujets sur un domaine en particulier. Donc, on va garder à la fois la spécialisation, mais une certaine transversalité pour que, à la fois, on puisse partager les connaissances, les best practices à travers nos 3 équipes de private equity, mais aussi répartir la charge de travail. Et alors, les due deals sont faites par tes équipes ou vous avez un organisme central ? Non, on fait tout en interne. On a des juristes alors qui bossent avec toi ? On a des juristes. Ouais. Alors, les juristes, c'est une équipe à part, mais on a des juristes en interne aussi. On n'utilise pas du tout de consultants externes. On utilise des avocats externes, mais toujours avec un avocat interne également. Donc, nos avocats internes ont ces 200 dossiers d'equity par an à gérer. Et nos équipes, alors, au total, on est une soixantaine de professionnels de l'investissement pour faire ces 200 dossiers par an. Et vous êtes bientôt augmenté par de l'IA ou pas ? C'est dans les sujets. On y travaille. Alors, je fais partie justement du groupe de travail qui a intégré Copilot dans la suite Office. Donc, on a déjà cette petite IA-là. C'est déjà ça. Mais on est supporté pour vraiment l'inclure. On essaye de leverager nos sociétés en portefeuille. J'ai envie de dire, vous êtes au cœur du réacteur. On a une société,
Une société espagnole dans laquelle on a fait un co-investissement en direct, justement, parce qu'on fait aussi un peu de co-investissement en direct, qui s'appelle Ravenpack et qui gère bigdata.com. Et cette société-là aide notamment le fait d'intégrer des data rooms dans le workflow AI, c'est-à-dire, pour schématiser, prendre la data room d'une startup ou d'un fonds et pré-remplir les documents d'investissement avec... Donc, vous utilisez ça ? Pas encore. Pas encore. On croise les doigts. On a nos cycles de développement, mais on espère pouvoir utiliser ce type d'outils assez rapidement. Je suis hyper contente, Nicolas, que tu sois passé sur FinScale. Ça fait hyper longtemps que je t'ai proposé, donc on attendait le bon moment. La clôture de mes discussions, c'est toujours une recommandation d'un livre ou d'un podcast. Donc j'ai envie de te demander ce que tu as envie de nous recommander aujourd'hui. Merci à toi. Et il y a un podcast qui s'est lancé assez récemment que je trouve assez intéressant, qui s'appelle Epitaph, lancé par Daphne. Oui, bien sûr. C'est donc Pierre-Éric que tu as eu récemment dans l'émission. Ils viennent de lancer un podcast sur les échecs. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment dans l'écosystème, mais ils veulent se focaliser sur le fait de comprendre pourquoi une société n'a pas marché, qu'est-ce qui aurait pu mieux marcher, et de passer un peu sous le capot pour comprendre les anciens échecs. Leur premier épisode était sur Pazzi, le robot pizza, qui aurait pu être un succès, mais a finalement échoué dans la longue route de la vie d'une startup. Donc, ils ont 2 podcasts ? Parce que moi, j'avais déjà en tête le podcast de Daphne. Ils ont lancé un autre. Ils ont lancé un qui s'appelle Epitaph et qui, comme le nom l'indique, est uniquement sur les échecs de la tech. Bon, écoute, des boîtes de leur portefeuille, alors ? Ils ont commencé avec les boîtes de leur portefeuille. J'espère qu'ils étendront aussi ils ailleurs. Ont beaucoup d'échecs. Après, le modèle du capital risque, c'est d'avoir quand même un certain nombre d'échecs. Merci beaucoup, Nicolas. Et Merci à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.